Tout d'abord, bonjour à tous. Comme tous les ans maintenant, depuis 4 ans, je crois, déjà, nous allons vous faire un deux voix pour vous présenter les activités de l'IFB, donc les activités de l'année qui vient de passer, les projets, les perspectives. Donc, tout d'abord, en fait, en première slide, on voulait faire un bref rappel. Tu passes à la slide suivante, Jacques. L'émission et l'organisation de l'IFB. Ah oui, excusez-moi, pardon, tu peux remettre. Là, c'est juste pour vous signaler qu'on a retravaillé sur le logo de l'IFB. Et donc, vous avez la version sur la droite qui a été, disons, conçue récemment donc, par un graphiste et que nous allons utiliser donc, dans du matériel qui est en cours de constitution, notamment, il va y avoir les diapositives, dans la newsletter, sur le site web, etc., etc. Voilà, donc en première approche, tu passes à la slide suivante, voilà, en l'émission, on voulait faire un bref rappel de ces missions de l'IFB et de son organisation aussi. Donc, l'IFB est une infrastructure nationale en informatique et ses missions visent à assurer un support aux communautés des sciences de la vie et de la santé à travers des services qui sont listés en fait sur la page d'accueil de notre site web que vous voyez sur la droite. Donc, une offre de calcul et de stockage, un accompagnement des projets, de la formation, du déploiement d'outils logiciels et des bases de données qui sont répertoriées en fait dans un catalogue des ressources de l'IFB. Et l'IFB a aussi mis en place un axe d'innovation dans sa feuille de route qui vise à développer des ressources pour répondre aux challenges de la bioinformatique intégrative. Enfin, l'IFB, et c'est important, est le nœud français de l'infrastructure européenne de bioinformatique qui s'appelle Elixir. Et nous y assurons en fait la représentation de la communauté bioinformatique française. Donc, slide suivante, nous avons depuis juillet 2020, donc depuis le dernier JOBIM, finalisé notre action relative à la définition du périmètre de l'IFB et des appels à candidature aux différents statuts ont été réalisés. Donc, il s'agit des plateformes membres, plateformes contributrices et les équipes associées qui ont en fait des droits et des devoirs différents au sein de l'IFB. Donc, aujourd'hui, l'IFB rassemble 28 plateformes de bioinformatique qui sont des plateformes membres, 21 et 7 contributrices et 8 équipes associées qui sont réparties sur le territoire national. Donc, le personnel des plateformes de l'IFB est représenté par environ 2 tiers de permanents et 1 tiers de non-permanents. Ça fait 33 personnes au total, avec un peu plus de 17% de ces ressources humaines qui sont consacrées aux services mutualisés de l'IFB. Enfin, 23 de ces plateformes ont été, non, excuse-moi Jacques, je termine, voilà, ont récemment été validées par notre tutelle pour devenir site d'accueil des CDD qui sont recrutés par l'IFB Corps. Donc, slide suivante, c'est un rapide coup d'œil à l'organisation de l'IFB qui est constituée d'un steering committee qui se réunit tous les 15 jours et qui rassemble des coordinateurs des grands axes de notre feuille de route, à savoir la mise en place des services de l'IFB, l'innovation, la formation, les relations à l'international et avec les industriels, et la communication et la valorisation des activités de l'IFB. Sur ce schéma, nous avons surligné en fait en jaune et en gras, noir, les CDD qui ont été recrutés depuis cette année, en fait, depuis juillet 2020. Et puis en bleu, gras, les nouveaux statutaires. Donc à savoir, là, vous avez le poste du guichet occupé par Sylvain Milanesi. Le poste de l'INSERM pour la bioinformatique pour la santé correspond en fait aujourd'hui à une mobilité au fil de l'eau qui n'a pas encore été pourvue. Donc, slide suivante. Les CD2 qui sont recrutés par l'IFB Corps sont accueillis en fait sur la plateforme de l'IFB susceptible d'assurer un encadrement optimal du travail à réaliser, c'est-à-dire généralement la plateforme et ou le labo en fait d'un des co-coordinateurs des actions de la feuille de route de l'IFB. En fait, outre les 5 permanents actuels qui consacrent plus de 60% de leur temps à l'IFB Corps, il est vraiment important de souligner que 21 permanents consacrent entre 10 et 30% de leur temps aux missions de l'IFB. Ils ont d'ailleurs une lettre de mission signée par la direction de l'IFB et leur début. Donc, nous y reviendrons à la fin de cet exposé, mais nous avons plusieurs recrutements urgents en cours, dont un DevOps pour le cloud,
un project officer pour l'engagement des communautés, un gestionnaire administrateur pour l'IFB Corps, en appui à Valentin Saint-Léger, et un co-coordinateur des activités de la communauté santé de l'IFB. Slide suivante, en dernière information générale, donc nous occupons depuis l'automne 2020, fin d'automne 2020, et provisoirement, des locaux localisés tout à côté de la gare de Lyon, et ça permet de rassembler beaucoup plus facilement des agents de l'IFB, d'organiser des réunions et ou des événements plus importants. Donc nous devrions rejoindre le CAD de France Médecine Génomique d'ici la fin de l'année, dans des locaux qui se trouvent face à la bibliothèque François Mitterrand, dans le 13e. Voilà, donc Jacques, je te passe la main sur les activités pour commencer. Oui, donc alors c'est impossible d'énumérer en si peu de temps toutes les choses qui ont été faites durant cette année, en dépit de la situation tout à fait particulière du monde entier, de la Covid. Mais donc, on a choisi de mettre en avant quelques-unes des activités qui ont été vraiment assez marquantes pour cette année-ci par rapport aux autres choses qu'on faisait les autres années et qu'on a poursuivies. Et notamment, il y a deux nouvelles formations faire parce qu'il y a une très grosse attente sur la gestion des données, la férisation des données et du code. Et donc, il y a une formation sur le faire software et une autre sur open data et qui a déjà été reproduite 2 fois et pour lesquelles il va y avoir d'autres occurrences. Et il y a aussi toute une action sur le développement de plans de gestion des données pour de la bioinformatique intégrative en incluant à la fois de la bioimagerie et des données multi-omiques. Donc, c'est un projet qui est mené de concert entre 3 infrastructures nationales, l'IFB, FBI pour l'imagerie et MBRC pour la biologie marine. On a aussi organisé une journée nationale d'un projet européen, enfin pour un projet européen Beyond 1 Million Genomes. Donc, c'est un projet qui vise à mettre en place les procédures pour échanger des informations sur les génomes humains entre les pays d'Elixir et puis d'autres pays qui veulent partager au moins 1 million de génomes. Donc, c'est une affaire qui est vraiment pas simple parce que ça demande de mettre en adéquation les technologies d'échange des données avec toutes les législations nationales. Et donc, la France est chargée, enfin, l'IFB a pris la responsabilité d'organiser un colloque international à ce propos. Mais avant de faire ça, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse le point sur la situation française parce que ce n'est pas une situation très, très simple. Et donc, on a organisé une journée entière de réflexion à ce sujet qui va se poursuivre à l'automne et puis on organisera le congrès international. Du point de vue de la communication aussi, on a recruté une chargée de communication qui a lancé une newsletter mensuelle que la plupart d'entre vous reçoivent sans doute maintenant tous les mois. Et puis, il y a le site web qui est aussi toujours en évolution où Nicolas G, ça a continué le travail qu'il avait entrepris juste à la fin de l'année académique précédente. On a déposé beaucoup de projets, donc on va revenir là-dessus, des projets de financement et où on a eu pas mal de succès en fait. Et donc l'IFB est dans une situation assez confortable financièrement pour les années qui viennent. Et on a recruté 4 agents pendant la période du Covid. Il y a des agents avec lesquels on a bossé pendant les mois sans même les rencontrer physiquement. Et ça a marché, en fait, grâce aux moyens de travail distribués. On a réussi vraiment à faire du bon boulot ensemble. Donc, c'est quand même, ça mérite d'être souligné. On a passé pas mal d'énergie, l'ensemble des plateformes et puis d'autres gens qui travaillent dans des équipes à mettre en place des actions de soutien aux biologistes qui étaient en lutte contre la Covid-19 par un tas d'actions différentes. Donc, on a fait une task force IFB versus Covid-19 et cette task force elle-même a été intégrée dans un réseau européen qui a été monté par Elixir qui visait à mettre ensemble toutes les activités qui avaient été développées par les différents nœuds d'Elixir contre la Covid-19. Donc, c'est un réseau qui fonctionne assez bien. Et notamment, il y a actuellement aussi l'IBI, l'Institut européen de bioinformatique, qui a lancé de concert avec Elixir un portail des données de Covid-19. La France est censée développer le portail français des données Covid-19. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore tout à fait mis au point, mais qu'on fera prochainement. Et ensuite, ce qu'on a fait aussi, c'est de travailler avec les communautés. Donc, on a fait… Ah, mais attends, maintenant, c'était à Claudine. Oui, je repasse la parole à Claudine. je prends la main. Oui, donc en fait, de façon plus générale, nous avons en fait une participation très active au sein de l'IFB. Et là, en fait, sur cette slide, on a listé notre activité du nœud Elixir FR au niveau de la communauté santé, les communautés santé. Donc, on est leader de ce qu'on appelle Focus Group. Alors, en fait, un Focus Group, c'est un incubateur d'une nouvelle communauté.
Donc là, on est leader du focus group Cancer Data et on est partenaire du focus group Health Data. Donc, au sein des communautés existantes qui sont juste en dessous, nous sommes leaders de la communauté HCNV. Et cette année, 2 implementation studies qui sont mentionnées un petit peu plus bas dans la slide, portées par la France, donc, ont démarré. Nous sommes par ailleurs contributeurs de la communauté maladies rares et de la communauté Federated Human Data, pour lesquels 3 autres IS ont été acceptés aussi cette année. Donc, slide suivante. On a finalement, slide suivante, Jacques, on a finalement une participation très active, non, slide, excuse-moi, voilà, très active au sein de plusieurs projets européens qui sont listés donc ici, souvent en lien avec des cas d'application. Par exemple, dans Converge, on est dans le use case maladies rares, cancer, et puis plus récemment dans le Work Package 9, qui est relatif à la COVID. Ou encore dans le projet donc European Joint Programme on Rare Disease, et enfin dans You Can Can pour notre implication dans le développement de pipeline d'analyse pour les décisions thérapeutiques en cancer, mais aussi pour le développement d'une infrastructure cloud dédiée à You Can Can. Donc, slide suivante. Les opportunités de l'IFB au sein des appels à projets. Non, slide suivante. Non, tu fais la précédente là. Ouais, ça, voilà. Donc, les opportunités de l'IFB au sein des appels à projets européens sont en fait relativement nombreuses. L'IFB actuellement contribue ou va contribuer à des projets en cours de préparation dans le cadre de la surveillance génomique, c'est le premier item. Donc ça, c'est vraiment en lien direct avec des projets qui sont en cours au niveau national, vous allez voir dans 2 minutes. De l'agroécologie, c'est le deuxième item, ou encore l'étude de la biodiversité avec un focus important sur la biodiversité des écosystèmes marins. Donc on va en parler dans 2 secondes. Donc, nous en arrivons tout naturellement au projet de l'IFB qui démarre, donc slide suivante, qui ont démarré depuis peu, et qui s'inscrit directement dans la feuille de route 2021-2025. Donc, slide suivante, le premier projet, c'est en fait notre réponse à l'ESR Equipex plus PIA3, qui s'appelle MUDIS for LS pour Mutualized Digital Spaces for Fair Life Sciences. Donc, en fait, les grands objectifs de ce projet sont, d'une part, la mutualisation et la rationalisation des moyens numériques nationaux, et ça, c'est fortement souhaité par le ministère, en renforçant nos interactions avec les data centres nationaux et en travaillant sur l'hébergement d'une grande partie de des équipements de notre plateforme bioinformatique dans les data centres labellisés. Cela implique en fait d'adapter aussi les centres nationaux et les mésocentres pour répondre aux besoins des communautés des sciences de la vie. Deuxième point, c'est la prise en charge du cycle de la vie de la donnée et le développement des outils pour gérer le caractère fair des données et leur partage. Et enfin, troisième point, c'est le développement de services pour couvrir les besoins numériques des communautés en sciences de la vie et de la santé et des besoins des infrastructures nationales productrices de données, les autres infrastructures nationales. Donc, cette infrastructure numérique va être développée à travers des actions déclinées dans les 4 Work Packages que vous voyez listés sur la gauche. Le Work Package 4 est en fait dédié à la mise en place de services pour le calcul intensif, notamment à travers l'utilisation de la machine Jean Z Idriss. Ces implémentations technologiques, en fait, les 4 Work Packages technologiques, vont être drivées, dirigées par les besoins de 5 Implementation Studies autour d'applications en sciences de la vie et de la santé. On va y revenir dans 2 minutes. Non, je termine juste la slide de MUDIS for LS pour dire que le projet rassemble 39 partenaires, les centres de calcul nationaux et plusieurs data centres et mésocentres labellisés, et il est financé à hauteur de 16,5 millions d'euros pour 8 ans. Donc, ce financement, slide suivante, couvre en fait 30% des besoins en équipement informatique des plateformes de l'IFB pour les 8 prochaines années. Et il est ventilé comme suit. Donc, il y a 11,5 millions d'euros qui vont être dédiés à l'équipement proprement dit,
911 kilo € qui vont être utilisés aux frais d'hébergement dans les data centres régionaux labellisés et les centres nationaux. Et enfin, 691 kilo € pour les frais de prestation, notamment les heures de calcul sur la machine Jean Z. Donc, slide suivante. Le projet Mudis for LS est en fait une continuité de notre feuille de route et plusieurs actions ont déjà été ou vont être mises en route dans le cadre des actions donc A11, c'est le réseau national des ressources informatiques. La deuxième action du Work Package 1, le développement d'environnements de calcul et de stockage. Aussi l'action sur la mutualisation des services avec les autres infrastructures de recherche nationale, l'action pour le guichet d'orientation et de consultation, et puis aussi, bien évidemment, vous avez des nouvelles actions qui vont être développées dans le cadre de notre axe d'innovation sur la bioinformatique intégrative, notamment le développement d'outils pour l'interopérabilité des ressources. Donc, slide suivante. Les innovations de Mudis for LS, tu peux, voilà. Non, voilà, merci. Donc, les innovations du projet Mudis for... Non, Jacques. Ah oui, ok, oui, c'était celui-là. C'est très sensible. Il y a un délai, en fait. Ouais, ok. Les innovations de ce projet-là par rapport à la feuille de route 2021-2025 sont représentées sur ce schéma qu'on a donc repris. Hein. Donc, au niveau des Work Package 2, 3, 4, alors évidemment, tout ce qui concerne la rationalisation des moyens numériques, là, avec le fond noir, mais aussi sur la partie Implementation Studies, et notamment, on a mis un new sur le Health, puisque dans ce contexte-là, il va y avoir le développement d'un environnement dans un espace labellisé HDS pour pouvoir utiliser des données sensibles, notamment dans le contexte de l'intégration de données sur les projets santé. Donc, un point vraiment important, c'est à peine on avait disons un feu vert pour ce projet, ou au moins l'acceptation de ce projet. On avait déjà commencé à travailler sur des projets applicatifs, en fait, hein, notamment le développement d'une plateforme pour la surveillance génomique, ça c'est dans le cadre de la COVID. Ensuite, on a répondu à un autre appel pour le développement d'une plateforme pour la surveillance et la recherche en antibiorésistance, c'est Abromix. Et on a déposé très récemment un autre projet RHU ICANN relatif à une application autour des anévrismes intracrâniens. Et puis en préparation, un projet autour de la biodiversité marine, Atlas-C. Et donc, en fait, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que tous ces projets reposent sur ce socle Mudis for LS et va vraiment nous permettre d'avancer de façon extrêmement efficace sur le développement de cette infrastructure numérique. Donc, Jacques va revenir un petit peu plus en détail sur ces projets. Oui. Alors donc pour Emergen, je vais en parler très très peu parce qu'il y aura un exposé jeudi de 10 minutes lors de la session des plateformes. Mais en gros, l'IFB a été sollicité par Santé publique France pour mettre en place une plateforme bioinformatique qui puisse accueillir toutes les données produites par 50 plateformes de séquençage et puis faire du calcul dessus, mettre en place un serveur qui va faire tourner des workflows pour analyser les données brutes, produire les résultats, les génomes consensus, identifier les variants et pouvoir aussi, donc ça c'est tout ce qui est en vert ici, hein, c'est tout l'espace où on va travailler sur des séquences virales, c'est en vert parce que ce n'est pas sensible, mais aussi faire un appariement entre les données virales et les données de patients. Et donc ça, c'est quelque chose qui nécessite la mise en place d'un espace HDS. Et c'est quelque chose que, comme Claudine a dit, on avait comme une des lignes directrices dans le projet Mudis for LS, et c'est quelque chose qu'on comptait développer dans l'année qui allait venir. Et là, ça a été vraiment boosté par ce projet-ci, par la nécessité de l'urgence de la pandémie. Et donc l'INSERM, on avait la collaboration avec la DSI de l'INSERM et avec l'ITMO Technologie pour la santé. On est en train de mettre ça en place et vraisemblablement, il sera prêt à l'automne, peut-être même à la rentrée. Et on a développé une base de données, EmergenDB, qui, pour le moment, stocke des variants pour 55 000 variants et avec chaque fois les caractéristiques individuelles et qui permet aussi de faire des statistiques, de faire du suivi des variants de l'épidémiologie. Et ça sert d'une part pour la surveillance et d'autre part pour la recherche. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que notre rôle, ce sera de faire la soumission des données dans les dépôts internationaux.
On a pour le projet Abromix, là aussi, l'IFB, c'est un projet donc, qui a été coporté par l'IFB avec Claudine à la tête et Philippe Gazer de l'Institut Pasteur, mais qui entraîne une trentaine d'équipes également. Et dans ce projet-là, en fait, le but, c'est de mettre en place une plateforme multi-omique qui va accueillir des données de différentes natures. Bon, il y a beaucoup de génomique, de la transcriptomique, de la métabolomique, de la protéomique, et qui va permettre de les intégrer, de faire du calcul dessus. Et les partenaires, c'est aussi les CNR. Donc, ça va servir aussi à la fois à la surveillance et à la recherche. Il y a aussi des cas d'études qui ont été définis pour s'assurer que la plateforme qu'on va mettre en place, elle est pertinente, qu'elle permet vraiment de poser des questions de recherche et de surveillance. Et il y a la mise à disposition des résultats via la soumission dans les dépôts avec le data brokering et via la mise en place d'un portail pour donner accès aux données. Donc, tous ces deux projets, somme toute, comme Claudine l'a dit, s'appuient sur l'infrastructure qu'on va mettre en place grâce au projet Mudis for LS, mais en fait, il y a vraiment un effet de levier, c'est-à-dire que ça nous permet, avec quelques millions en plus, de mettre en place des projets qui auraient coûté beaucoup, beaucoup plus cher si on n'avait pas justement ce socle de Mudis for LS. Il y a un parallélisme aussi tout à fait intéressant entre ces deux projets parce que c'est une des premières fois, je pense, c'est la première fois qu'en tant qu'infrastructure nationale, on est entraîné dans deux projets séparés pour des raisons complètement indépendantes. On est amené à collaborer avec non seulement la recherche, ce qui est la fonction de l'IFB, infrastructure de soutien à la recherche, mais aussi la surveillance. Et la surveillance, en fait, dans le cas de Covid-19, c'est quelque chose où il y a une urgence permanente. Donc, on a plusieurs réunions par semaine. Il y a une grosse partie de l'équipe IFB qui a été mobilisée. Et c'est quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention parce que c'est un rythme assez différent de celui de la recherche. Alors, le projet RHU ICANN, donc ça, c'est un projet qui a été porté par Romain Boursier, qui travaille au CHU de Nantes, et c'est Alban qui a amené l'IFB à participer à ce projet. Et c'est un projet qui est vraiment très motivant pour nous parce qu'il est à la croisée d'un petit peu tout ce qu'on voit dans Mudis for LS. C'est-à-dire que c'est un partenariat qui vise à développer des méthodes d'IA pour pouvoir faire de la prédiction d'anévrisme, donc d'une part la présence d'anévrisme et d'autre part les risques de rupture des anévrismes, mais en se basant sur des données intégrées qui contiennent de l'imagerie cérébrale, de RMI, de l'imagerie cérébrale, des données omiques, génomiques et plus la phénomique, des données de patients, des données de suivi longitudinaux, etc. Et donc, en fait, c'est un gros défi pour l'intelligence artificielle d'apprendre sur des données hétérogènes de cette sorte-là. Donc, c'est un partenariat aussi avec des boîtes privées qui vont apporter une connaissance spécifique pour le packaging des logiciels et où on va, à la fin, le but, ce sera aussi de produire vraiment quelque chose qui sera utilisable au-delà des anévrismes, en fait, pour d'autres applications médicales. Donc, c'est un projet aussi qui est vraiment transversal à plusieurs des axes de Mudis for LS, notamment l'intégration des données, l'apprentissage, donc le calcul GPI sur les espaces, et puis surtout sur des espaces HDS, c'est-à-dire qu'on va devoir mettre en place un calcul à haute performance à l'intérieur d'une zone certifiée HDS. Et ça, ce n'est pas évident parce que pour le moment, les espaces HDS qui existent en France, ils ont été initialement développés pour faire du stockage et pas tellement pour du calcul à haute performance. Alors, pour conclure, ça vaut peut-être la peine d'avoir une perspective sur ce qu'on est en train de faire, où on va. Et notamment, il y a la pérennisation de l'IFB qui est une question importante. Et à la faveur, d'une part, de l'examen qu'on a passé en 2019 sur justement l'examen final des infrastructures nationales de recherche, et d'autre part du projet Mudis for LS, on a obtenu de la part de nos tutelles un engagement en termes de postes statutaires. Il y en a certains qui ont déjà été pourvus, donc on a reçu en 2020, on a obtenu un poste d'admin 6 pour le cluster. On a obtenu cette année un poste pour le guichet d'orientation et de conseil. Et l'INSERM a aussi ouvert et le CNRS a aussi, donc ça c'est les postes CNRS. CNRS a aussi ouvert un poste en mobilité pour la gestion de l'IFB. Il n'a pas été pourvu, il n'y a pas eu de candidature valide, donc il sera rouvert en tant que poste extérieur, un nouveau poste en 2022. L'INSERM a aussi ouvert cette année un poste au fil de l'eau pour un poste de bioinfo pour la santé. Et il n'a pas été pourvu non plus. Et il sera rouvert en tant que concours extérieur en 2022. Donc là, on sent vraiment le soutien, il est vraiment effectif, quoi, hein. Ce n'est pas seulement une lettre, il y a eu des lettres d'engagement, mais elles ont été immédiatement mises en action. Pour l'INRAE aussi, il y a un engagement de recruter 4 postes sur les 5 ans à venir. Alors, c'est un recrutement un peu différent, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne vont pas être affectés à IFB Corps, mais qui vont être affectés à des plateformes de l'INRAE, mais avec
une mission qui consistera à contribuer à la mission nationale de l'IFB. Et le CEA a aussi un poste qui nous a été accordé pour les années à venir. Donc, en gros aussi, l'IFB il s'est porté donc, leader de gros projets, hein, Moody's for LS avec 16,5 millions, Abromix 2 millions. On est très impliqué aussi dans un tas d'autres projets, comme on vous l'a dit. Et là, dans ces projets-là aussi, si par exemple le projet Abromix ou Emergène, c'est des projets qui sont lancés pour une durée déterminée, mais qui ont pour vocation de mettre en place une infrastructure qui va être pérennisée aussi, qui va durer à long terme parce que notamment Emergène, il n'est pas limité à Covid-19. On commence à travailler avec Covid-19, mais cette infrastructure, elle aura du sens surtout si elle permet ultérieurement de servir d'outil général pour assurer une surveillance génomique, quelles que soient les infections de maladies infectieuses émergentes, que ça puisse être des virus, des bactéries, des protistes ou d'autres. Alors, ce qu'il va falloir faire effectivement pour nous, il y a plusieurs défis qui se posent, et notamment le fait qu'on va passer vraiment à une sorte de production industrielle des données, avec des nouveaux outils, des traitements, avec Moody's for LS, on va vraiment faire une orchestration systématique des flux de données automatiques, avec la plupart des infrastructures productrices des données, si pas toutes, et avec les dépôts vers un tas de dépôts différents, d'entrepôts de données différents. Il va falloir développer une culture des données qui est partagée entre les producteurs de données, les fournisseurs de services et les usagers. Et ça, ce n'est pas non plus quelque chose de tout à fait évident parce que c'est des acteurs qui sont dans des postures différentes vis-à-vis de la donnée et aussi qui ont des exigences, des attentes différentes avec des rythmes différents. Et donc, il y a tout un travail de médiation parce que littéralement, l'IFB est au centre de tout ça. On a aussi pas mal de sujets à couvrir. Donc, on a déjà beaucoup travaillé cette année sur les plans de gestion de données, avec d'une part du développement des plans de gestion de données, des collaborations pour l'automatisation des plans de données, avec MADMP4LS, et avec des formations sur la gestion des données. Mais les attentes sont encore plus grandes et ça va vraiment constituer le cadre de nos actions dans les années à venir, sur l'échange des données, sur les ontologies, le web sémantique aussi, pour pouvoir faire un usage de ces données, les afficher de telle sorte qu'elles puissent être vraiment extraites et intégrées dans un réseau mondial. L'affairisation qui englobe tout ça, la curation, ça c'est pas évident non plus de trouver les efforts, les expertises pour avoir des données de qualité annotées par des êtres humains avec une intelligence humaine. Et puis, il y a des aspects juridiques aussi sur lesquels on a beaucoup de travail à faire, et en particulier sur tout ce qui est protection des données à caractère personnel, mais de manière générale, toute la question en fait du partage, de l'ouverture et de la protection des données. Et on voit ça dans le cadre du projet Emergène, où il y a d'énormes questions qui se posent sur les différentes modalités de mise en disposition des données de la surveillance génomique, pour la surveillance et pour la recherche d'ailleurs. Donc, il y a aussi une amplification de formations qui sont très demandées. On a une énorme attente en termes de formation. Et là, un effet levier qu'on peut obtenir, c'est en faisant du train the trainer, formation des formateurs. Il y a aussi le projet de développer du matériel d'auto-formation avec du e-learning. Et il y a, bon, ça c'est ce qu'on fait depuis pas mal d'années en fait, hein, c'est de la mise en commun des compétences multiplateformes. On l'a vu avec l'école de bioinformatique de Roscoff qui existe depuis 2013. On l'a vu plus récemment avec la mise en place du diplôme universitaire en bioinformatique intégrative. Et puis avec des écoles des écoles sur le single cell RNA-seq. Et je pense que ça c'est des formules qu'on peut vraiment continuer à promouvoir si vous avez des idées, des thématiques et de l'énergie pour lancer des écoles avec plusieurs plateformes, l'IFB sert à ça, à la mutualisation des moyens. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On a vraiment du budget pour organiser des formations et les attentes sont énormes. Et il y a un des gros défis, en fait, maintenant, c'est la certification de l'IFB en tant qu'organisme de formation. Et donc là, on est en cours de négociation avec le CNRS et nos tutelles pour obtenir le label d'organisme de formation parce que ça va devenir une nécessité pour pouvoir, pour que des personnels puissent faire émerger leur formation, leur crédit formation. Alors, les risques et défis, il y a beaucoup de risques et de défis. Une grosse difficulté à laquelle on est confronté maintenant, c'est la difficulté de recruter des CDD. Parce qu'on cherche des gens qui ont des compétences très recherchées. Et donc, il y a plusieurs postes où on a affiché des annonces et puis on n'a pas pourvu les postes. Alors, c'est peut-être pas évident étant donné la période et étant donné le caractère très recherché de ces postes-là, mais je crois qu'on doit faire mieux. Il faut qu'on trouve des stratégies pour réussir à recruter les gens parce que sinon, le travail repose pour le moment beaucoup sur les gens qui sont en place et on est un peu sur les genoux avec certains des projets urgents sur lesquels on travaille depuis quand même quelques mois. Et puis, recruter des CDD, c'est bien, mais bon, il y a la pérennisation qui va permettre au moins de stabiliser certains d'entre eux. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut un encadrement. Et donc, il y a un besoin aussi de renforcer ce qui a été lancé depuis la restructuration, c'est-à-dire cette prise en charge collective de toutes les tâches
et une prise en charge sur base volontaire par enthousiasme parce qu'on se sent porteur de certaines choses qu'on a envie de développer et avec le fait que les CDD qui seront recrutés, justement, ils ne vont pas tous être concentrés dans un bloc à Paris et qu'au contraire, ils vont être répartis sur les plateformes pour être encadrés par les personnes qui sont les plus en même de le faire, quoi, de mener le projet à bien. Et donc là, si vous êtes intéressé à participer, ben, tout le monde est bienvenu. Manifestez-vous, contactez-nous et dites-nous sur quoi vous avez envie de travailler. Et enfin, voilà, toutes les plateformes sont bienvenues pour accueillir et encadrer des CDD sur tous les projets qu'on a vus ici et sur de nouveaux projets. Une grosse difficulté aussi, c'est la répartition géographique, évidemment. C'est de poursuivre un travail collaboratif sur une infrastructure répartie sur 36 sites, donc pour l'accueil des personnels. Et en fait, on a rencontré récemment aussi des difficultés institutionnelles parce que ce n'est pas évident en fait, d'avoir des personnels recrutés par le CNRS, mais placés sur des plateformes d'autres tutelles. Et même à l'intérieur du CNRS, entre instituts, il y a des difficultés parce qu'il y a une comptabilité des postes qui fait qu'il y a des choses qui surprenantes, quoi. Donc, il faut qu'on règle ça et on travaille dessus en collaboration avec le CNRS. Et de manière générale, évidemment, un gros problème qui est propre depuis ces 2 dernières années, enfin 1 an et demi maintenant, c'est la virtualisation de la vie professionnelle. Et donc ça, on essaie de le compenser en renforçant les réunions en présence, en ayant loué des locaux IFB Corps à Paris intramuros. Donc si vous avez envie de faire des réunions pour vos projets ou vraiment des réunions de contact avec 5-6 personnes comme ça ou plus, contactez-nous et on en a organisé maintenant de plus en plus, enfin quelques-unes depuis janvier, à Paris, à côté de la gare de Lyon, dans des nouveaux locaux et ça marche très bien. Et puis, il y a un tour de Gaulle des personnels IFB Corps qui a été organisé par les gens, les CDD d'IFB Corps, en fait, et où ils s'organisent eux-mêmes et ils font des réunions périodiquement dans les différentes villes où il y a des plateformes IFB. Et on vise aussi à faire une retraite de l'IFB. Alors, je n'ai presque pas débordé du temps. Je vais afficher pour conclure ici cette diapo-là. On recrute. En fait, on a beaucoup de postes à pourvoir. On en a quelques-uns qui sont vraiment dans l'immédiat, notamment pour IFB Corps, pour Emergen, enfin ceux qui sont ici. Et puis à Bromix, ça va venir très bientôt. Il y aura 5 postes à pourvoir. Et pour Mudis for LS, ben, sur les 4 ans qui vont venir, on va avoir une douzaine de CDD de 24 à 48 mois. Donc, ça va être un gros défi de recruter tout ce monde-là et on s'y met. Merci. Donc, il y a un lien avec avec les offres de poste. Pour le moment, il y a celles qui sont ouvertes, mais on va prochainement aussi afficher les autres parce qu'on va les ouvrir très rapidement pour la rentrée. Je ne sais pas s'il y a des questions. On est tout seul. Il n'y a plus personne qui parle. Ah, j'entends plus. Il n'y a pas de modérateur? Ah, il y a des questions. J'ai retrouvé le Q&A. Avez-vous Alors, Donc, il y a une question de Morgane Thomas Chaulier. Merci Jacques et Claudine. Avez-vous prévu de vous rapprocher des plateformes génomiques qui génèrent des données? Oui. Alors, en fait, on travaille historiquement, on a toujours travaillé vraiment main dans la main avec France Génomique. Il faut rappeler qu'il n'y a pas plus d'1 an, en fait, il y avait une quinzaine de plateformes qui étaient à la fois affiliées à France Génomique et à l'IFB. Donc, je pense que c'est très, très important de maintenir cette collaboration-là. De fait, on travaille dans le cadre des formations avec les plateformes de France Génomique, mais aussi dans le cadre de différents projets. Et je pense que on a vraiment l'intention de poursuivre ça. Je ne sais pas, Claudine a peut-être quelques mots à ajouter puisqu'elle est membre du COPIL de France Génomique. On a aussi des interactions structurelles. Il y a Claudine Médig et oui, Christine Gaspin qui sont et membres du COPIL Christine, de France oui. Génomique. Oui, oui, ben en fait, France Génomique a aussi repensé son périmètre et dans leur périmètre, ils ont ce qui correspond en fait aux plateformes contributrices chez nous. Et voilà, ça opère un rapprochement. Et nous, dans notre appel de plateformes contributrices, il y a aussi quelques plateformes, peu ont répondu, mais quelques plateformes de France Génomique ont répondu. Donc oui, il y a vraiment un lien qui se renforce. Hein. C'est pas encore, ça peut être mieux, mais ça se renforce. Voilà. Et alors, Olivier Kirch demande pour les profils IE si on cherche des juniors avec master, une thèse. Les deux, en fait, ça dépend un peu des profils. Donc, il y en a qui sont en IE, il y en a qui sont en IR ou IE. Ça dépend un peu des profils. Généralement, des IE. Mais de temps en temps, il y a certains postes où c'est vraiment, vraiment bien d'avoir quelqu'un qui a déjà une expérience de recherche. Mais
souvent, c'est plutôt IE. Pourquoi autant de CDD et si peu de CDI? Question de Guillaume Devailly, donc transmise On par aimerait bien. Mathias. Non, mais c'est absolument vrai. Donc, c'est-à-dire là, on voit qu'il y a, j'ai même pas compté la somme, mais ça fait 25-30 postes en CDD qu'on va ouvrir. Alors attention, c'est pas des CDD qui sont offerts à IFB. Enfin oui, ils vont être ouverts par IFB Corps et répartis sur les plateformes, hein. Donc, si on compte les CDI, c'est pas les CDI d'IFB Corps. Il faut compter là-dedans les gens qui se sont engagés dans chacun des projets en mettant, moi je mets 15% d'activité sur Abromix ou sur Emergent, je mets 10% d'activité. Et donc, on va encadrer quelqu'un, il y aura des CDI derrière. Mais de fait, il y a aussi quelque chose qu'il va falloir faire, c'est de pérenniser un peu mieux l'infrastructure. Ça a commencé, comme je vous l'ai dit, hein, il va y avoir 7 postes en CDI sur les années qui viennent. Donc, par exemple, les 12 postes de Mudis for LS ici, sur les 12, il y en a 4 qui vont être pérennisés, hein. C'est le montage du projet aussi, c'est-à-dire que l'ANR acceptait de payer du CDD, soit pour des tâches temporaires, des choses de 2 ans pour la phase de lancement, soit sur des choses où les tutelles s'engageaient ensuite à pérenniser les postes. Et donc, ces CDD ici, j'aurais dû le marquer en fait, c'est des CDD dont une partie vont être CDIsés. Mais la question, elle est bonne, hein, il va falloir qu'on renforce ça. Et je pense qu'on est en position où il y a une reconnaissance vraiment de l'utilité de l'IFB et où on va pouvoir, par exemple, l'INSERM s'est engagé sur un poste. Ça me semble assez vraisemblable que dans les 2-3 ans qui viennent, on puisse quand même leur demander quelques postes en plus parce que beaucoup de choses qu'on fait, c'est avec l'INSERM et voilà. Et Nicolas, excuse-moi, oui, pardon. excuse-moi, il Pardon. y a aussi l'INRAE, on n'en parle pas L'INRAE beaucoup, aussi. mais Mhm. l'INRAE, c'est quand même une tutelle qui supporte l'IFB depuis toujours, hein, quand même, hein. Mhm. Et alors, eux, la façon dont ils ont leur engagement, c'est de recruter pour les missions de l'IFB, mais sur leur plateforme. Nous, ça nous va très, très bien, hein, il n'y a aucun souci, hein. Mais alors là, pour le coup, il y a quand même 4 postes, hein, c'était sur l'autre slide, hein. Il y a quand même 4 postes qui vont être pourvus d'ici peu de temps, hein. Oui. Alors, il y a une question de Nicolas sur le fait que dans le cadre de la mutualisation, est-ce que le webmaster Abromix pourrait être en lien avec le développement du site web IFB? De façon plus générale, je pense qu'il y a plusieurs activités où on va effectivement pas recruter une personne pour faire un site web, mais avoir une sorte de task force enfin de groupe de travail en lien avec le catalogue des ressources bioinformatiques, le site web de l'IFB, et puis ce catalogue, il va servir, et il sert déjà donc à extraire une partie des informations qu'on va afficher de façon dynamique sur le site web de l'IFB, mais aussi à faire un tas de portails, notamment, ça pourra faire un portail pour Abromix, un portail pour les données Covid-19, etc. Et puis d'autres portails qui seront des portails thématiques, mais qui vont aller pêcher leurs informations dans le catalogue. Donc, il y aura une structuration sur base du catalogue. Claire Van Didonk demande si, je l'ai prononcé à la belge, pardon, Van Didonk, la difficulté de recruter sur ces postes n'est-elle pas reliée au salaire versus dans le privé? Oui, oui. Allez-y. Effectivement, pour les postes, là, on affiche des postes DevOps. Pour un poste DevOps, typiquement, les gens ils vont payer peut-être 2 fois plus dans le privé qu'avec les barèmes CNRS. Donc, de fait, l'avantage de ça, pour être très positif, c'est que les gens qui viennent bosser chez nous, c'est vraiment ils ont un état d'esprit qui est qu'ils veulent travailler. Ils viennent parce qu'ils aiment le modèle de l'IFB, le fait de bosser en équipe, de bosser ensemble, d'être sur des projets collaboratifs, ouverts, etc. Donc, on travaille avec des gens formidables. Malheureusement, on n'arrive pas à en trouver assez. Voilà. Euh, Et sur la question CDD, de quelle durée? Donc là, généralement, on commence toujours par un contrat de 12 mois renouvelable, mais il faut savoir qu'en fait, le renouvelable, ça peut être 18 mois, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, bref, ça peut être jusqu'au moment où on arrive à ce fameux seuil fixé par la loi Sauvadet. Voilà. Mais et évidemment, avec les besoins, hein, attention, hein, il faut que ça dépende aussi des besoins des missions. Mais voilà, c'est des CDD, c'est jamais des CDD courts, hein, quand on peut le faire sur la durée. il n'y a plus de questions. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session. Qu'est-ce qu'on fait en fait pour clôturer une session? On dit au revoir à tout le monde. Ouais, je pense que c'est pas mal. Voilà, OK. bon. Ah, il y a encore une question. Merci, voilà. Oh, Merci ben, à vous, merci de merci votre à tous pour écoute. votre attention. Donc, si vous voulez enfin, voilà, vous avez les adresses de contact ici. Pour les offres d'emploi, c'est ici. Sinon, sur le site web, vous trouverez les adresses de contact si vous voulez vous engager. Engagez-vous, il disait.
We need you. Au revoir. Au revoir. Au revoir.